Les sites d'information en ligne font face à un pillage de bots par les bots IA qui viennent attaquer leur contenu protégé. On en parle aujourd'hui avec deux personnes expertes et impliquées sur cette thématique. Sandrine Cochard est avec moi au plateau. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Sandrine, directrice de la rédaction de Mind, qui est un groupe média spécialisé dans l'information B2B stratégique. Vous êtes aussi la vice-présidente du GEST, qui est le groupement des éditeurs de contenu, de médias et de services en ligne. Et puis, on a vu connecter avec nous à distance Maître Patrick Bourbeau. Bonjour Maître, vous êtes vice-président, responsable des affaires juridiques de La Presse, qui est un média d'information de référence au Canada. Comme avec d'autres médias canadiens d'ailleurs, vous poursuivez OpenAI pour violation de droits d'auteur. Alors, on va peut-être démarrer ensemble, Maître Bourbeau, juste pour que vous nous fassiez un petit rappel des faits de cette procédure que vous avez lancée en novembre 2024. Oui, en fait, c'est en novembre 2025. Pardon. Je vous corrige, c'était à la fin novembre 2025. Il y a une première poursuite qui a été déposée par d'autres médias canadiens en novembre 2024. Nous ne nous sommes pas joints à cette poursuite-là. En fait, nous avons déposé notre propre poursuite en novembre 2025 contre OpenAI. Très bien. Désolée pour la confusion. Alors, vous avez déclaré d'ailleurs dans une tribune qui m'a vraiment interpellée que ça faisait partie de leur modèle d'affaires, finalement, de piller les contenus protégés. En fait, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis je vais m'exprimer assez crûment, là, au cours des dernières années, c'est un vol à grande échelle qui a été perpétré par les plateformes d'IA. En fait, ils se sont alimentés avec leurs robots. Ils sont venus piller le contenu de centaines de milliers de sites web, dont les sites web des médias, pour entraîner leur grand modèle de langage, le plus communément connu sous l'expression LLM. Mmh. Et ça, aujourd'hui, Sandrine Cochard, par exemple, en France aussi, vous le constatez, il y a un assaut de bots IA qui viennent chercher du contenu Oui, alors sans autorisation. sans autorisation, certains avec des autorisations. Mais ce qu'on constate et ce qui est documenté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une montée en puissance du nombre de scrapping, du nombre de bots qui viennent scraper les sites des éditeurs. Est-ce qu'on sait dire d'où viennent ces bots ? Oui, on peut tracer l'origine. On a des outils. En fait, quand on est un éditeur et qu'on monitore ses audiences, on a des outils qui nous permettent aussi de voir un petit peu l'origine du trafic que l'on obtient. On a aussi des outils qui existent qui permettent de filtrer les bots, donc qui permettent de les identifier et donc de délivrer des autorisations. Oui, non, j'autorise par exemple le bot de OpenAI à venir et je peux même moduler, proposer une granularité des autorisations que je fournis. C'est-à-dire, je peux autoriser complètement, ne pas autoriser sur tout le site ou ne pas autoriser sur certaines requêtes, URL spécifiques. Juste pour vous citer quelques chiffres, parce qu'il y a une étude, il y a un acteur qui s'appelle Toolbit qui suit énormément ça et qui publie régulièrement des études. Une étude qui s'appelle State of the Bot. Alors, je regarde juste mes notes pour être sûr de ne pas vous donner les mauvais chiffres. Mais en gros, au premier trimestre en 2025, on comptait en moyenne une visite de bot pour 200 visites humaines. Ah oui. Donc ça, c'était tranquille. Mais à la fin de l'année 2025, oui, ce ratio est passé à une visite de bot pour 31 visites humaines. Donc, les humains n'ont pas disparu. Ce que ça traduit, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance du nombre des visites de bots. Énorme accélération. Oui. Et alors, la presse parle même de pillage systématique. Mais ça, vous pouvez avoir la preuve que c'est un pillage systématique. C'est un mot fort quand même. Oui, mais comme disait Sandrine, en fait, on a des outils pour mesurer ce pillage-là. Alors, on est en mesure vraiment de faire du tracking là, en temps réel. Nous, on utilise une plateforme française, en fait, qui s'appelle BotScanner, qui fait ce monitoring-là. Et puis, donc, on est en mesure de voir qu'il y a des milliers, sinon des centaines de milliers de visites de bots par jour. On est en mesure d'identifier ces bots-là par plateforme. Donc, on sait que, bon, il y a 3 bots de OpenAI, il y a des bots de Perplexity, il y a des bots d'Anthropic. Alors, tout ça est documenté. On est en mesure de conserver nos logs également depuis 2024. Alors, on est en mesure de démontrer que depuis, par exemple, 18 mois, avec certitude, notre contenu est pillé en temps réel. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un peu une course aux armements, ce qui se passe entre les détenteurs de contenu, les propriétaires de contenu et ces plateformes-là. Au départ, on a mis à jour nos fichiers robots.txt. Les plateformes d'IA prétendaient respecter ce protocole-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce protocole-là, c'est un peu comme
c'est un peu comme une pancarte, là, une affiche défense d'entrée qu'on met sur une porte. C'est une convention de respecter cette demande-là. Ils prétendent la respecter lorsqu'on consulte leur documentation publique sur leur propre site web. Ils ne le font pas. Ils contournent le robot .txt. Alors, ce que les médias ont fait suite à cette constatation-là, c'est de mettre en place des mesures plus strictes, l'équivalent un peu d'une serrure, pour gérer l'accès. Donc, c'est un peu comme un mur. Alors, on a mis en place, nous, la solution AWS, là, un firewall, le Web Access Firewall de AWS. Il y a Cloudflare également qui offre des solutions similaires. Et malgré ça, activement, ils essaient de trouver des nouvelles façons de contourner ces mesures-là. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils simulent, ils émulent des navigateurs web. Donc, pour les propriétaires de sites web, il n'y a aucun moyen de différencier entre le navigateur qui est utilisé par un être humain et le navigateur qui est utilisé par une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, ça devient très difficile de bloquer ce moissonnage-là de la part des plateformes d'IA. Là, quand on vous entend, quand on entend Patrick, on se dit que c'est presque comme un problème de cybersécurité, en fait. Hein. C'est la course à l'armement pour se protéger. C'est en fait, oui, un jeu du chat et de la souris. Ils ont effectivement une technologie qui bouge, qui évolue très vite. Ils ont des moyens qui évoluent très vite. Ils ont aussi des moyens démesurés. Quand même, pour boucler avec ce que disait Maître Bourbeau, Maître Bourbeau, sur notamment cette dernière notion qui est que des robots viennent dissimuler, entre guillemets, et donc avec le masque de navigateur, ça a une influence sur la stratégie des éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça a été rappelé très justement sur robot.txt, qui est donc un fichier que tous les éditeurs proposent sur leur site, parce c'est l'expression finalement de son consentement et ça doit être bien lisible par des robots. Donc c'est en effet une porte de péage, une porte mais qui ne bloque pas. Une fois qu'on a porté les diesel, etc., donc les robots peuvent continuer à passer. Mais nous, en fait, en tant qu'éditeur, on n'a aucun intérêt à bloquer trop fortement. Justement, en tout cas, on ne va jamais bloquer des navigateurs parce que sinon, l'impact direct, c'est le SEO, c'est l'indexation, c'est le référencement. Et on sait qu'à longue échelle, l'enjeu finalement derrière ça, il y a deux grands enjeux. L'enjeu de pillage et donc de plagiat aussi derrière, parce qu'il y a cet enjeu, ce corollaire-là, et surtout l'enjeu d'invisibilisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les réponses qui sont apportées sont de plus en plus performantes. Par les chatbots d'IA. Ouais. Je pense notamment aux RAG qui permettent d'améliorer en continu ces réponses et qui, d'ailleurs, les bots de RAG pingent de plus en plus, justement, on le voit dans les stats, tout le bit que je citais tout à l'heure. Donc, en fait, il faut, mettre en place des stratégies. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que le risque, c'est donc, que les contenus soient pillés, donc sans paiement. Du droit d'auteur et puis même des rédactions qu'on finance pour fournir cette information, les droits voisins également, mais aussi du risque de disparaître, c'est-à-dire que la marque média disparaisse finalement. On interroge un chatbot sur une information, elle donne la réponse en se servant dans vos groupes, mais sans vous citer. Sans citer, on constate d'ailleurs que le renvoi de trafic actuellement est très faible. Alors, ça fait partie des choses des indicateurs qu'on doit mettre en place pour bien le suivre dans le temps. Mais le modèle qu'on a vu ces dernières années reposait essentiellement sur du renvoi de trafic et Google reste le principal apporteur de trafic, quand même, des sites. Mais avec les modèles que vous décrivez, en effet, la réponse est complètement intégrée dans l'outil. Au mieux, on est cité, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, l'information, on ne sait plus qui la produit. Donc, il y a déjà, effectivement, à mon sens aussi, une chaîne de responsabilité qui est à trouver. Quand on produit une information, on s'engage. Absolument. Un journaliste qui signe son papier, le directeur de la publication engage sa responsabilité sur tout ce qui est publié. Les IA, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, à long terme, sur le business model de certains médias, et je pense notamment à ceux qui reposent sur la publicité ou qui ont plutôt un modèle gratuit, ouvert ou pas. Ça remet en cause, en fait, c'est une nouvelle captation de la valeur. On avait déjà beaucoup perçu ça avec la plateforme. C'est pas la première fois, parce qu'il y a eu pas la première fois, l'histoire Google, il y a eu Facebook, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui nous avaient désintermédiés, et donc les médias avaient dû investir ces nouveaux territoires d'audience. Aujourd'hui, c'est même plus de la désintermédiation, c'est potentiellement, vous n'existez pas, sauf si vous êtes considéré comme une source fiable. Alors, selon quels critères de qualité et de certification, là, pour l'instant, c'est décidé de manière unilatérale par les plateformes.
Il y a des approches individuelles aussi au niveau des... Il y a des stratégies individuelles, je vais les développer un petit peu, puis il y a les stratégies collectives pour répondre à la question que vous posiez en préambule, qui était comment les médias s'organisent face à ce pillage. Sur les réponses individuelles, c'est en fonction de son modèle et aussi en fonction de sa puissance face aux plateformes. Donc il y a des médias qui contractualisent avec les plateformes. On en a vu aux États-Unis, au Canada et en France. Mais même en France, plusieurs acteurs ont signé avec des OpenAI, Perplexity, Mistral. C'était Le Monde, par exemple. Le Monde, Le Figaro, l'AFP, en effet. Donc, c'est une première approche. Mais tout le monde ne peut pas y prétendre parce que dans la stratégie aussi des IA, de ces plateformes IA, elles estiment que quand elles ont signé avec un ou deux gros acteurs, en gros, ça leur suffit. Ouais. Ce qui soulève quand même la question de la pluralité aussi des points de vue et des informations. Il y a une autre voie qui est complètement à l'opposé, qui consiste à verrouiller véritablement les contenus, c'est-à-dire notamment les éditeurs qui ont un modèle payant basé sur de l'abonnement, qui vont plutôt mettre un paywall très strict et qui vont avoir une approche très protectrice. Et enfin, il y a une voie un peu du milieu qui consiste finalement à devoir y aller. Il y a des modèles qui n'ont pas le choix. De toute façon, ce sont les modèles ouverts et gratuits qui reposent sur l'indexation en tout cas, ne peuvent pas tout fermer, évidemment. Ouais. Mais ça peut servir quand même à deux niveaux. Documenter, d'une part, c'est un vrai sujet. La documentation de ce qui se passe. Nous, on le voit parce qu'il y a des contentieux, effectivement, qu'on suit au Canada, mais il y a aussi eu des contentieux en France. Je pense à l'action collective entre le SEPM et la PIG qui ont attaqué, qui ont déposé une plainte en septembre dernier face à Common Crawl, notamment, et C4. Et donc, ça permet de documenter ce qui se fait dans l'optique, derrière, de pouvoir obtenir, d'ouvrir la voie à des négociations. Et si la voie des négociations ne fonctionne pas, eh bien d'aller effectivement plutôt vers le contentieux. Oui. Alors, on va faire réagir Patrick Bourbeau sur tout ça. Je voulais vous interroger peut-être plus spécifiquement pour reprendre un peu les sujets, mais sur la question de l'entente. Est-ce que ça vous semble une bonne solution que d'essayer de s'entendre avec ces champions de l'intelligence artificielle qui viennent piller vos contenus? Est-ce que l'argument du fair use aussi, on n'en a pas parlé, mais qui est souvent opposé en fait aux médias en disant c'est juste un fair use, c'est-à-dire que on en a besoin pour entraîner nos modèles, mais c'est pas du pillage, c'est pour la science, j'ai envie de dire. Est-ce que ça c'est entendable? Et on a en France une proposition de loi qui vient d'être adoptée par le Sénat pour dire que par défaut, en fait, on considère que ces modèles d'IA exploitent du contenu protégé par le droit d'auteur. Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport à toutes ces pistes? L'entente, comment on réagit au fair use et quelle réponse politique on peut espérer? Alors, au niveau des ententes, du côté de la presse, nous, notre position, c'est justement c'est celle de tout verrouiller et puis de sécuriser notre contenu. Nous ne cherchons pas à conclure des ententes de licence avec les plateformes d'IA. Parce que, justement, c'est cette idée-là de désintermédiation où on va perdre le lien direct avec notre lecteur et donc nos lecteurs vont perdre leur attachement à la marque, la presse, parce qu'eux sont habitués justement, il y a une marque de confiance, ils savent que c'est du contenu vérifié, du contenu de qualité lorsqu'ils consultent la plateforme de la presse, alors que sur les plateformes d'IA, le contenu de nouvelles devient un contenu complètement générique, ça devient une commodité, ça peut être remplacé par n'importe quel autre contenu de nouvelles. Alors, nous, on ne veut pas tomber dans le même piège. Sans parler des risques de confusion, de désinformation aussi qui peuvent émerger. Je vous en prie, continuez. Ouais. Exactement. Et puis, c'est le risque aussi que ce contenu-là, nous, c'est du contenu québécois, c'est du contenu canadien, devienne un peu tout mélangé avec ce contenu hégémonique américain. Là. Nous, on a un grand voisin. Alors, c'est ça, on perd un peu aussi une question ici de souveraineté culturelle sur notre contenu. Alors, je vous dirais, pour toutes ces raisons-là, nous ne voulons pas tomber non plus dans le même piège dans lequel nous sommes tombés il y a 20 ans là, avec Google et Meta qui se sont accaparés 80% des revenus publicitaires de l'industrie des médias. Alors, déjà, la tarte est beaucoup plus réduite qu'elle ne l'était il y a 20 ans. On ne veut pas qu'elle soit encore plus réduite. Oui. Alors, sur l'aspect fair use,
je crois que c'est un faux argument. Là. Je crois vraiment que c'est une fausse piste de la part des plateformes d'IA. Elles essaient tout simplement de gagner du temps là, dans ce débat-là devant les tribunaux. Prétendre qu'ils doivent bénéficier de l'exception de recherche, franchement, là, ça tient pas la route en ce sens que, oui, la recherche, c'est de la recherche académique, de la recherche universitaire. Là, nous ne sommes plus là. Nous sommes dans la recherche à des fins purement commerciales. Oui. Je vous donne comme exemple, une compagnie pharmaceutique ne pourrait pas bénéficier d'une exception d'utilisation équitable. Ils développent leurs produits à des fins purement commerciales, même si au bout, peut-être que l'objectif est louable. Oui, on n'est pas contre le développement de l'IA, mais il faut que ce développement-là se fasse de façon responsable et il ne doit pas se faire au détriment des créateurs de contenu. Et sur la réponse, sur la réponse politique justement que vous pouvez attendre, est-ce que là, par exemple, cette proposition de loi en France vous semble intéressante ou apporte une première solution? Oui, ça me semble très intéressant, ça me semble très prometteur. Puis en fait, c'est une réponse similaire à celle pour le moment, là, c'est encourageant, qui est donnée par la plupart des gouvernements. Parce que ce qu'il faut comprendre, justement, c'est que malgré le fait qu'ils plaident sur la place publique qu'ils doivent bénéficier de l'exception d'utilisation équitable, du même coup, ce qu'ils plaident également devant les gouvernements, ils font beaucoup de lobbying, les plateformes d'IA, pour demander qu'il y ait une exception, justement, qui soit intégrée explicitement dans les lois pour permettre ce qu'on appelle le text and data mining. Là. Alors, ils savent en quelque part que ce n'est pas déjà permis par la loi, que ce n'est pas du fair use. Oui. Alors, on fait beaucoup de représentations, les médias, auprès des gouvernements pour ne pas qu'ils succombent à la tentation là, d'ouvrir la porte à cette exception-là au nom, supposément, de l'innovation là, par les plateformes d'IA. En Angleterre, justement, ils ont été très tentés d'adopter une telle exception. Ils ont reculé, justement, devant l'opposition des créateurs de contenu. Au Canada également, ça semble être le cas pour le moment. L'équivalent de notre ministre de la Culture a indiqué que c'était pas dans ses plans pour le moment d'ouvrir la loi sur le droit d'auteur pour adopter une exception de ce type-là. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des vrais dangers. Enfin, vous les avez évoqués. Vous êtes en train de vous organiser médias et que vous avez tous intérêt finalement à travailler tous ensemble. Hein. Oui. Et alors juste parce qu'on a beaucoup parlé très rapidement pour conclusion. Il y a des organisations professionnelles qui s'organisent aussi. Donc il y a une réponse collective qui est apportée. Le Geste y contribue, mais l'APIG, le SEPM, la FNPS, le SPIL, enfin toutes les organisations professionnelles sont très vigilantes sur le sujet. DVP s'y associe également et on cherche à porter à la fois le combat en France et on salue d'ailleurs la PPL effectivement qui a été adoptée hier. Et on s'associe également, et en tout cas on observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau européen et chez nos amis canadiens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maître Patrick Boulot. Je rappelle quand même que vous êtes réveillé depuis le Québec, donc il est très tôt chez vous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Smartech. Vous êtes le vice-président affaires juridiques de la presse. Et merci à Sandrine Cochard d'être venue avec nous en studio, directrice de la rédaction de Mind et vice-président du Geste. À très vite sur la chaîne Bismart, mais pas plus tard que demain pour de nouvelles discussions sur la tech.